Voici donc les trois formes d'écriture de nombres complexes. Voilà, je vais vous les écrire. Alors, on a l'écriture complexe algébrique. L'algébrique A plus BJ. Bon, celui-ci, pour les calculs, il faut faire très attention au calcul. Parce que ça, quand on a des exposants 4, 5, 6 de complexes, c'est pas l'idéal. Hein. Cette écriture-ci n'est pas l'idéal. Donc, ceci est représentable, si vous voulez, dans un plan complexe. On a voilà, un repère orthonormé cartésien. On a la partie réelle de Z et la partie imaginaire de Z. Voilà. Et alors, avec bon, une coordonnée AB, ben, vous savez situer le point qui représente le complexe. Voilà. AP est associé le complexe Z. Z est la fixe de P, si vous voulez. Z est la fixe de P. Voilà. Et donc, on a la partie réelle et la partie imaginaire B. Bon. Il y a une autre manière d'écrire le complexe, c'est la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, dans un repère, bien sûr, polaire. Rho cosinus θ plus J sinus θ. Voilà. Ça, c'est la forme trigonométrique. Il est valable dans un repère polaire, c'est-à-dire vous mettez un axe X avec une origine d'office, bien sûr un vecteur de base, pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir un vecteur de base, et bien sûr un angle qui va indiquer par rapport à l'axe de départ ici, un axe des X, hein, voilà, voilà une origine des angles, pour lesquels vous tirez l'angle, une orientation d'angle qui peut être positive ou négative, voilà, et bien sûr là vous aurez la droite pour laquelle on a la droite où se situe le complexe. Mais si vous voulez exactement savoir où il se situe, là on a la direction de la droite, on a la direction du complexe, enfin on a la direction où se trouve le point complexe, enfin, la direction de la, je m'excuse, je m'exprime mal, on a la direction de la droite passant par le point complexe. Mais si vous voulez exactement le point complexe, ben, en ce moment il faut chercher un module, ou ce qu'on appelle un rayon vecteur. Et là, en ayant ρ, eh bien, en ayant le couple θ, ρθ, rayon vecteur angle, alors dans le repère polaire, ben, vous savez situer un point P, et donc fatalement un complexe Z. Z qui est égal à ρ cosinus θ. Donc ici, on a un repère cartésien orthonormé complexe, alors que là, on a polaire, euh, un repère polaire complexe. Bon, alors il y a une troisième forme. Alors celui-ci, il est très pratique pour les puissances, les racines énièmes. Voilà. Dès le moment où vous avez des puissances, il faut traiter ceci, parce que faire z exposant 4, z exposant 5 dans des équations, ça peut... Vous comprendrez que le nombre de termes augmente. Donc on demande de passer voilà, euh, à la forme trigonométrique grâce à la formule. Voilà, la forme trigonométrique, elle est plus facile à traiter. Du moins pour les puissances bien sûr. Bon, sachez que si vous traitez celle-ci, vous allez avoir de la trigonométrie. Hein. Et donc, qui dit trigonométrie, dit connaître ces formules trigonométriques comme à l'accoutumée. Il y en a bien une trentaine de formules trigonométriques à connaître par cœur. Bon, si vous traitez bien sûr des nombres complexes faisant intervenir donc des cosinus, sinus, tangentes, etc. Et la tangente, on en a directement. Hein. Même dans la... on a des tangentes. Hein. On a des tangentes. Je vous rappelle qu'ici, on a un triangle rectangle. Hein, puisque c'est une coordonnée, on va dire, rectangulaire qui fait intervenir un triangle rectangle. Donc, il y a un triangle rectangle ici. Donc, on a bien sûr la partie imaginaire et la partie réelle. Ben, vous aurez compris que l'hypoténuse, c'est le module. Et donc, fatalement, si vous cherchez le module, on peut avoir des tangentes là-dedans. Hein. Et même des sinus, cosinus, sans aucun souci, comme on a dans la forme trigonométrique. Voilà, et alors il y a une dernière forme complexe hein, que l'on peut écrire, qui est une forme utilisée, EJθ.
voilà, qui provient de, comment on appelle ça, de, voilà, de la production de la formule de l'air, et ça donne ceci, hein, avec la formule de l'air. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo, vous allez pouvoir aller voir la vidéo, j'explique ceci, d'où vient ce EJθ, hein. Voilà, ça vient de la formule de l'air. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est trois choses identiques, hein. Voilà, EJθ, c'est rho cosinus θ. Alors, quand est-ce qu'on utilise EJθ? C'est pour quelque chose qui tourne. Voilà, c'est pratique. C'est tout aussi pratique que cette formule-là. En électricité, euh, ceci, c'est fort utilisé. EJθ. Pourquoi? Parce qu'en fait, en électricité, on a des vecteurs de Fresnel, et rien de tel que d'utiliser les vecteurs Fresnel, quelque chose qui tourne. Alors, je vous rappelle que si vous mettez ici 1, vous avez un module de 1. Si vous mettez 2, vous avez un module de 3. Voilà, donc, si je mets par exemple, voilà, U est égal à, on va mettre I, EJ, EJθ. Voilà, EJθ. Alors, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, tout d'abord, c'est pas une tension continue. Je vous le dis tout de suite. Les complexes, ils ne sont pas utilisés en continu. Ils sont utilisés pour les signaux alternatifs. Alors, ça veut dire que le signal alternatif est une fonction petit u et non pas grand U de t. Voilà. Alors, il n'y a pas de grand I parce que c'est pas un I continu, mais c'est un I, un courant dépendant du temps. Voilà, on a un courant dépendant du temps. Et voilà, pourquoi intervient les complexes? Parce qu'en fait, on a, suivant le composant qu'on va utiliser, vous savez très bien que bon, la résistance est un élément, je veux dire, électrique ou électronique, peu importe, ça dépend si on est dans les petits courants ou les grands courants. Grand courant, c'est électricité, petit courant, c'est électronique. Sachez qu'en plus, l'électronique, il y a des semi-conducteurs, hein. On peut retrouver aussi des semi-conducteurs en grosse puissance, hein, en électricité, tels que les thyristors, etc. Voilà, voilà, on peut avoir aussi voilà, l'électronique de puissance. L'électronique de puissance, c'est aussi de l'électricité, hein, voilà, l'électronique de puissance triphasée, voilà, c'est l'électricité aussi. Mais quand vous étudiez l'électricité haute puissance, ou de la petite puissance, mais avec des déphasages, avec du sinusoïdal, je m'excuse, avec du sinusoïdal, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours des sinusoïdes. Déjà, les sinusoïdes, elles viennent de où? Elles viennent elles viennent de la centrale électrique. Centrale électrique, bon, il y a des alternateurs qui tournent, mais avec trois bobinages. Bon, lui, ces trois bobinages, c'est ce qu'on appelle le triphasé. Il va donner, voilà, trois sinusoïdes qui sont décalés. Comme on a trois bobinages décalés de 120 degrés chacune, on a voilà, une force électromotrice qui est voilà, provenant de trois sinusoïdes. Pourquoi trois sinusoïdes? Parce que justement, c'est pour avoir la puissance, hein. Ça vous donne de la puissance. Pourquoi on utilise la puissance? Elle peut être donnée ou elle peut être prise. Alors, si elle est donnée, c'est un alternateur va fournir de la puissance à une ville, à une province. Donc, il faut une centrale qui va fournir de la grosse puissance électrique pour fournir à toutes les habitations, les appartements, les maisons résidentielles, les résidences secondaires, voilà, le tertiaire, etc., etc., les usines. Tout ça, il faut alimenter l'électricité avec de la puissance. Donc, il faut une centrale qui permette d'assouvir les besoins, je veux dire, au quotidien d'une ville ou voilà, d'une province, au quotidien. Au quotidien, que ce soit en jour ou en nuit, sachant que bon, les besoins ne sont pas les mêmes en jour qu'en nuit, ça d'office. Bon, donc ce qui veut dire qu'on va mettre des machines, des grosses machines triphasées, qui sont des très grosses machines, voilà, des alternateurs triphasés qui va fournir du triphasé, donc de la puissance en triphasé. Bon, alors maintenant, les usines peuvent utiliser directement ce triphasé, puisqu'en fait, eux aussi utilisent de la puissance. Généralement, ils ont des cabines de 10 000 volts, 12 000 volts, voici pas plus, hein. Donc, ils vont utiliser tout ce qui est puissance, on va fournir de la puissance en triphasé pour recevoir la puissance en triphasé. Mais pour les maisons domestiques, on n'a pas besoin de tant de puissance que ça. Avant, on avait des maisons où il y avait du triphasé. Pourquoi pas? C'est parce que le gars, il pouvait mettre un gros moteur chez lui. Pourquoi pas? Il pouvait faire un petit atelier chez lui et travailler. Maintenant, c'est plus le cas. On fournit du monophasé pour les habitations. Alors que sur demande, vous pouvez demander du triphasé. Voilà, mais ça, c'est un coût aussi, hein, c'est payant. Donc, on a
voilà, du triphasé qui peut exister, mais il y a aussi du monophasé. Bon, il existe aussi de l'hexaphasé, du biphasé, et tout ça s'étudie, je veux dire, via des principes en électronique de puissance. Hein. On s'est créé de l'hexaphasé, comme on s'est créé du triphasé, on s'est créé voilà, de multiples tensions hexaphasées, voilà, ce qu'on veut. Bon, ça veut dire qu'on reçoit de la force électromotrice qui est E de T provenant voilà, de la centrale, enfin, je dirais même d'une cabine, hein, parce que la centrale fournit du triphasé, et puis après, voilà, on en ressort du monophasé. Hein, comment? Ben, si vous avez trois fils, hein, voilà, là, vous avez trois sinusoïdes qui se trimballent, voilà. Alors, pour avoir le monophasé, ben, vous prenez deux fils, n'importe lequel. Hein. Ben, ici, ils appelaient ça avant RST, bon, qu'on appelle maintenant, je crois, L1, L2, L3, c'est les lignes. Bon, alors, il y a différents montages électroniques, de puissance électrique. Bien sûr, il y a tout des montages, mais ici, je prends le triphasé pur. C'est du triphasé pur, parce que bon, il y a aussi parfois le neutre qui rentre en jeu. Bon, ben, là, je suis en triphasé pur. Voilà, donc pour faire du monophasé, ben, voilà, vous prenez deux fils, soit de là à là, soit de là à là, pour équilibrer, ben voilà, on équilibre, comme ceci. Donc j'ai pris sur la première et la deuxième. Première, bon, ben alors je prends sur la, voilà, et là c'est équilibré, on en fait un montage équilibré. Mais c'est pas dit que c'est équilibré, hein. Voilà, on équilibre suivant un montage, mais c'est pas dit que c'est équilibré, parce qu'il y a peut-être voilà, un consommateur qui va consommer plus que les deux autres circuits. Donc on fait un montage théorique équilibré, mais c'est pas dit que c'est équilibré. C'est pas dit que c'est équilibré. Bon, au moins on a fait un équilibre des phases, je veux dire théorique. Mais c'est pas dit qu'en pratique on aura un équilibre. Mais ça on s'en fout. Bon, donc on récolte du monophasé grâce à deux fils. Ces deux fils, voilà. Et là, on a une force électromotrice. Dès le moment où vous faites passer par des composants électriques ou électroniques, ça dépend, je vous dis, vous pouvez faire de l'électronique petite puissance ou grosse puissance, là, à ce moment c'est de l'électronique de puissance, si c'est de la grosse puissance, mais c'est aussi de l'électricité, et donc là, si vous faites de l'électricité, ben, vous pouvez faire passer par des composants qu'on appelle des condensateurs, euh, des résistances, et des selfs, voilà, des selfs. Alors, des selfs qui sont des bobinages. Généralement, la plupart des charges sont des bobinages, parce que ce sont des moteurs. Dans les usines, on retrouve beaucoup de moteurs, donc la plupart des charges, donc ça va créer des déphasages, hein. Je vous le dis tout de suite. Les moteurs vont créer des déphasages, voilà, parce que la plupart des machines sont des moteurs, voilà. Alors, ceci étant dit, là on aura des déphasages. Je pense par exemple à la résistance, il n'y aura pas de déphasage, parce que courant et tension, quand on va faire passer la force électromotrice dans la résistance, mais le courant qui va passer dans le courant qui va passer dans la résistance euh, ne sera pas déphasé. Ne sera pas déphasé, c'est-à-dire qu'ils seront en phase. Donc si je devais mettre avec un vecteur de Fresnel, alors je vous rappelle que la sinusoïde elle bouge, hein, constamment à 50 fois la seconde. Voilà, enfin elle fait voilà, elle fait on va dire une période 50 fois en une seconde. Donc voilà, c'est la fréquence. La fréquence est de 50 Hz. Voilà. Donc ça veut dire que ça bouge, ça bouge. Mais on va pas commencer à dessiner des vecteurs, enfin on va pas dessiner voilà, une sinusoïde qui bouge constamment, hein, pour représenter, voilà, ça si c'est la tension, ben, le courant, je vais mettre le courant, voilà, s'il est en phase, enfin je vais le mettre n'importe comment quand même aussi, voilà le courant qui est beaucoup plus petit bien sûr que, ouais, c'est une sinusoïde, hein. Bon, à un moment donné, il faut qu'on fasse une photographie et on dessine les vecteurs de Fresnel qui donnent tout simplement le déphasage. Le déphasage entre les deux signaux qui sont courant-tension. Alors, je vous rappelle que pour la résistance, il n'y a pas de déphasage, puisqu'ils sont en phase tous les deux. Par contre, condensateur et self, il y en a un qui est déphasé de 90 degrés en avant et l'autre de 90 degrés en arrière. Et maintenant, si vous mettez des circuits mixtes, mais vous n'aurez plus des 90 degrés, vous aurez des décalages d'un certain angle θ. Hein. Voilà. Alors, ceci étant dit, on représente les sinusoïdes de manière figée par ce qu'on appelle des vecteurs de Fresnel sur un cercle. Alors, rien de tel que de représenter sur un cercle les vecteurs de Fresnel. Donc, mais le vecteur de Fresnel, bon, voilà qu'on peut mettre en complexe, c'est des phasages. Donc, n'allez pas croire qu'il y a des complexes qui se trimballent en électricité. Il n'y a pas de complexe en électricité qui se trimballe dans le circuit. On a soit une tension, un courant, et en fonction du dispositif
en présence, condensateur self ou autre, ou un circuit mixte, parce qu'on peut avoir un circuit mixte, je vais vous montrer un circuit mixte. Et là, on n'a pas forcément des 90 degrés, hein, il faut calculer justement le déphasage. Hein, le déphasage, ça se calcule. C'est ce que font les électriciens. Voilà, je vais mettre une self avec un condensateur ici. Voilà, j'ai un condensateur. Voilà, je vais remettre ici une self. Cette fois-ci mis avec un condensateur ici. Voilà. Puis je vais remettre une résistance avec, avec deux condensateurs. Pourquoi pas? Les condensateurs se mettent en parallèle. Hein. Je peux mettre deux condensateurs en parallèle. C'est assez simple de calculer des condensateurs en parallèle. C'est pas ça qui vient vous dire changer la donne. Hein. Il suffit de les additionner, les condensateurs en parallèle. Pour avoir la condensateur total, on additionne. On additionne. Voilà, c'est comme des résistances en série. On additionne les éléments résistifs qui sont en série. Ben, pour les condensateurs, voilà, on additionne les circuits voilà, les condensateurs, on les additionne quand ils sont en parallèle. Voilà. Et on fait l'inverse, la somme des inverses des condensateurs en série. La somme des inverses des condensateurs est égale à l'inverse du condensateur total, du circuit équivalent, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est un petit peu comme les résistances, mais je veux dire à le reposer. À le reposer. Voilà, donc voilà un circuit. Voilà. Et bien sûr, il faut l'alimenter avec une tension variable, je dirais même sinusoïdale. Voilà. Donc je l'alimente ici avec un circuit sinusoïdal. Voilà. De ce circuit-là va naître, bien sûr, il y a un interrupteur général. Bon, vous comprendrez qu'il y a un interrupteur général comme à l'accoutumée, il y a toujours des interrupteurs généraux. Voilà, et là, le courant va passer dans les composants. Voilà, la self les selfs vont jouer leur rôle, les condensateurs vont jouer leur rôle, etc., etc. Et ça se calcule. Ça, c'est ce qu'on appelle un circuit. Voilà, composé de circuits de condensateurs et de résistance et de self. Et tout ça se calcule. Et donc, effectivement, ça c'est le courant en fonction du temps. On aura le courant de passage dans un composant. Vous voulez calculer le courant dans la résistance, par exemple, R1, ben voilà, vous pouvez calculer. Je veux calculer en résistance R2, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Je veux calculer le courant dans la self ici, il n'y a pas de problème. Je vais calculer le courant dans la condensateur ici, il n'y a pas de problème. Encore faut-il connaître les valeurs de la résistance des condensateurs et des self, parce que sans ça, bon, vous ne saurez pas calculer quoi que ce soit. Il faut connaître les valeurs de condensateur, résistance et self. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, les complexes, il n'y a pas de complexe dans le circuit. Vous aurez compris qu'il y a des courants de tension et des composants, bien sûr. Bien sûr, il faut un générateur qui va fournir une force électromotrice et des récepteurs qui peuvent aussi devenir générateurs. Parce que, voilà, un condensateur, il fait charge. Quand il fait charge, ben, il est récepteur parce qu'il reçoit de l'énergie électrique, des charges électriques. Mais quand il fournit des charges, ben, voilà, il n'est plus consommateur, il n'est plus récepteur, il est générateur d'électricité. Donc, il devient générateur. Un condensateur est un circuit, on va dire, qui est actif. Bon, il est actif dans le sens où il peut absorber de l'énergie électrique pour en fournir par après. La self, c'est pareil. Il peut jouer le rôle voilà, de charge magnétique et de prendre des charges magnétiques et puis de les restituer. Donc voilà. Donc il joue le rôle de générateur de charge magnétique, alors que le condensateur est un générateur de charge, peut-être un générateur de charge électrostatique, mais il peut accumuler des charges électrostatiques, tout comme la bobine peut être accumulatrice de charge magnétique, enfin de champ magnétique, et il peut restituer un champ magnétique. Et c'est pas parce que on parle de champ magnétique qu'il n'y a pas de force électromotrice. On parle de force électromotrice quand elle devient un générateur. Enfin, je parle de la self. Et même le condensateur, hein, quand il fournit une force électromotrice, il délivre des charges, il devient un générateur. Donc, qu'est-ce qu'un générateur et un récepteur? C'est pas forcément une centrale qui est un générateur. Un générateur, c'est tout ce qui va générer, si vous voulez, de la puissance électrique. Bon, la self peut être un générateur à un moment donné. Le condensateur peut être un générateur à un moment donné. Il est générateur à un moment donné, mais il est peut-être consommateur à d'autres moments. Voilà. Donc il accumule des charges, il les restitue, il les accumule à une certaine
voilà, en fonction d'un temps qui lui est imparti, parce que le condensateur, justement, il y a la notion de temporel, puisque c'est une équation différentielle pour laquelle on a des exponentielles. Je n'ai pas parlé des exponentielles complexes, mais des exponentielles de charge-décharge, tout comme on a en cinétique chimique. Voilà, en cinétique chimique, on a aussi un jeu de charge-décharge, enfin, un jeu de, voilà, de réaction qui se fait, je veux dire, en fonction, voilà, à une allure qui est celle du condensateur. Hein. La- les lois de charge-décharge de condensateur sont connues, charge-décharge, et là on peut charger vite comme on peut charger très vite, voilà, on peut charger vite, voilà, bon, on peut charger aussi lentement, etc. Eh bien la cinétique chimique, des réactions, c'est un petit peu comme ceci, hein, c'est aussi ça. Voilà, on peut faire ceci. Alors on peut, on veut dire, contrôler les réactions chimiques par des catalyseurs. Voilà, donc la cinétique chimique est connue, hein, c'est un peu les mêmes lois que les condensateurs. Bon, ceci étant dit, n'allez pas voir, il n'y a pas voilà, il y a que des déphasages. Hein, il y aura un déphasage certain. Avec tous ces composants-là, on aura un déphasage cet état. Et cet état-là, ben, on le reprend, on va pas, on fait une photographie, et on le met dans le vecteur de Fresnel, par exemple, le θ, il sera là. Voilà. On dira qu'on a un angle θ. Voilà. Et ceci étant dit, ben, on mettra en complexe l'exponentielle complexe. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'exponentielle complexe est très pratique en électricité et en électronique. Donc on pourrait étudier dans un premier temps avec des exponentielles avec des nombres trigonométriques, rho 6 θ. On peut le faire dans un premier temps. Voilà, ouais, les premières études en électricité électronique, bah, on peut passer à ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais après, on passe à l'exponentielle complexe. EJθ. D'office. Voilà, EJθ. Et puis, après, ça va au-delà, parce qu'après, après, bien sûr, c'est tout l'automatisme qui rentre en jeu avec, bien sûr, les déphasages, ça c'est d'office, et aussi comment est-ce qu'on appelle ça, les gains, les études de gains et de déphasage. Là, c'est d'office, on est en plein dans les complexes, là, on ne sait pas y échapper. Les études de gains et de déphasage en automatisme. Tout l'automatisme est basé sur l'étude, voilà, du gain et du déphasage d'un on va dire d'un système automatisé qui doit répondre à un signal. Et le signal est étudié en fonction qui est un signal mathématique. Bien, on aura toujours un déphasage de l'entrée par rapport à la sortie et un gain, voilà, voilà, qui est un rapport d'entrée par rapport à la sortie. On étudie ça. On étudie toujours que va-t-il se passer en réponse par rapport à ce qui a été donné au départ. Donc on va toujours étudier qu'est-ce qui se passe en sortie, c'est-à-dire la sortie par rapport à ce qui était entré au départ. On va étudier la sortie par rapport à l'entrée, donc on va étudier la phase, les déphasages d'entrée par rapport à la sortie et les gains, ce qu'on a eu en sortie par rapport à ce qu'on a eu, on a rentré au départ. Voilà. On fait un rapport et on calcule tout ça, bien sûr, à l'aide voilà, de logarithmes. On repasse par les logarithmes, voilà. Bon, ceci étant dit, donc je vous disais, ici, le 3 plus i, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, le 3 plus i, ben, c'est le module. euh, Ah oui, il faudrait que je vais le noter, hein, ceci. Ouais, tout d'abord, je voulais vous montrer un truc. Si j'écris 3 plus grand i, voilà, je vais acquiescer ceci. Elle ne veut pas le prendre. C'est normal, parce que je n'ai pas mis i. Et je l'ai fait exprès de ne pas mettre i. Bon, je vais mettre i, petit i. Voilà. Je vais mettre grand I. Voilà, il a mis non défini. Alors, effectivement, il est non défini. La preuve, je vais vous montrer. Je vais mettre un A. A égale est, est défini, il est là. Alors, je vais faire la racine carrée. Racine carrée SQRT de A plus
n'a pas pris la racine carrée, ouais, c'est parce que j'ai fait un blanc, j'ai mis un blanc entre eux. Ça veut dire que je devrais recommencer ça. SQ, je vais recommencer, c'est pas un problème. SQRT2 moins, voilà. Alors ici je mettrai même, bon c'est vrai, hein. Non, normalement il n'est pas défini. Ah oui, c'est Z1, c'est Z1. Mais attention qu'ici je vais quand même mettre un connecteur, je vais retirer, je vais enlever le 0 plus 0i. Voilà, donc ici je vais aller rechercher ceci et je vais aller au-delà de ça, prendre le connecteur, voilà. Alors moi c'était pas le A que je devais mettre, je m'excuse, je me suis trompé. Pour vous dire que ce n'est pas défini, hein, bah, il est marqué de toute façon non défini, il va me dire non. Regardez, Z, attention que c'est l'indice, hein. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. L'indice il est ici, voilà, Z, indice, I, hein, voilà. Je fais, ouais, ici il m'a tout effacé. Et là, il ne me prend pas la racine carrée. Voilà. C'est false. Ah oui, de toute façon, le connecteur il ne jouera pas grand chose. Z. Voilà. Donc bien sûr, Z1 n'est pas défini, hein. Oui, c'est Z1. Oui, il a encore mis A. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis A. Bon, je vais le refaire. Bon, je vais tout recommencer parce que il m'a tout bousillé. Autant recommencer tout. Donc, voilà, c'est false. Donc, il n'est pas défini. Alors, je vais vous montrer donc pour ça, je n'ai plus besoin de ceci. J'en aurai peut-être besoin par après, hein. Bon, j'irai le chercher par après. Par contre, je vais mettre... On va passer à ça. Le complexe 3 plus... Oui, il n'est pas défini parce que j'ai pas mis j'ai mis un grand I. Et même si j'avais mis un petit I, ça marche pas. Il faut un I qui est rond. Et je vous l'avais dit comment l'avoir, c'est vous tapez Alt ainsi que la lettre I. Et vous aurez le I rond. Qui est le complexe en vérité. Parce que sans ça, ça sera pas bon. Alors, je vais afficher le 3 plus I. Il est là. Bon, donc pour ça, je vais faire un zoom. Voilà, donc je vais mettre un vecteur qui va relier donc l'origine à A, voilà, le vecteur U. Je vais aller chercher l'angle, pour ça il faut que je mette un point
Par exemple en 3, je mets où ce que je veux là, le point. Donc il est sur l'axe X, il n'y a pas de problème. De C au sommet à ceci, il y a exactement 18,43 degrés. Voilà, comme ça je sais. Et je vais aller chercher la norme de U. Ou si vous voulez, la norme de Z, c'est la norme de A. Voilà, 3,16. C'est-à-dire que là, le trigonométrique, il est défini. Hein. C'est 3,16 et cosinus 18,43 plus J sinus 18,43, c'est ça que ça veut dire. Hein. Bon, il est en degrés, je peux le mettre en radian, bon, c'est pas un problème. Voilà, donc je vais mettre, si je devais écrire le complexe, je vais marquer le D égale, en trigonométrique, c'est la norme de A multiplié par le cosinus de l'argument de A plus le cosinus, enfin le sinus de l'argument de A voilà, il faut que j'aille chercher le clavier pour mettre un I ici. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai calculé, c'est les parenthèses. Il y a une parenthèse ici. Ouh. Bon, je vais déjà faire séparément A cosinus de arg A. 3. Donc ça c'est bon. J'ai bien la partie réelle, hein, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais chercher... Je m'excuse. Rien ne vous empêche de mettre un canevas et faire un copier-coller directement, hein, pour éviter d'écrire chaque fois la formule trigonométrique. Hein. Vous le mettez dans, voilà, sur ici, un bloc-notes. Vous mettez dans un bloc-notes et voilà, vous avez un canevas. Je vais le faire après. Je vais le faire après et on va regarder. Comme ça, il suffira. Et vous l'enregistrez, hein, vous allez chercher ce canevas quand vous faites. Je le ferai après. Je le ferai après. Bon, ici, donc je vais mettre FG égale A fois I fois sinus de l'argument. Je mettrai en radian après. Je mettrai tout en radian. Argument de A. Voilà, on a plus I. Donc maintenant, je peux rassembler D plus G. Voilà, D plus G. Voilà, c'est 3 plus I. Mais en fait, c'est... je vais recopier tout. Je vais déjà dupliquer celui-ci. Voilà. Mettre une parenthèse, parce que c'était ça le problème de tout à l'heure. Plus. Et là, je vais rechercher le G dans un premier temps. Enfin, ouais, le G.
Oui, donc c'est vrai que je dois diviser par A. Donc ici, je vais mieux remettre le tout alors. Hein. Cosinus de... Voilà, il m'a tout bousillé au niveau du cosinus. Je voudrais bien. Le cosinus ici, ça c'est bon, mais c'est la parenthèse qui n'est pas bonne. Alors, voilà. Bah, il me bousille il faudrait que je retape voilà, mot pour mot. Parce qu'il bousille toujours, chaque fois que j'enlève une parenthèse, il m'enlève tout. Parce qu'il m'en rajoute une, voilà, donc c'est mal fait, donc je vais le refaire, c'est pas un problème. Cosinus de l'argument de A. Voilà. À ça, je vais ajouter plus I fois le sinus de l'argument de A. Alors j'ai une, deux, trois parenthèses, quatre parenthèses ouvrantes, une, deux, trois. Moi j'ai quatre parenthèses fermantes. Oula, ça ne va pas ça. Alors, il me place directement, je n'aime pas quand ce qu'il fait là. Parce qu'il me passe directement, c'est pour ça qu'il vaut mieux encoder sur un bloc-notes et puis faire une copie, parce que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Hein. Il se met déjà à mettre les parenthèses fermentes, hein, ça m'arrange pas, parce qu'après quand il faut faire une correction, il efface tout. Bon, de toute façon, j'ai toujours dit qu'il fallait s'adapter à l'usage du programme. Donc, on va refaire ça. Donc, algèbre A multiplié par le cosinus de arg de A. Alors, pas me tromper là où je vais mettre les parenthèses. J'ai deux parenthèses pour l'instant. Donc celle-là, plus non, le plus il se place pas là. Le plus il se place pas là. Sinon il va me faire encore les mêmes erreurs qu'auparavant. Le plus il se place ici. Voilà. Alors, I sinus de l'arg de A. Voilà, il place pour vous les parenthèses. Mais tant mieux, quelque part, il faut s'adapter avec ça. C'est juste ça. Voilà. Il m'a remis le cosinus au mauvais endroit. Cosinus de arg A.
Voilà, il l'a mis, c'est bon. Voilà, il l'a mis. Voilà, donc ça c'est la, comment, la partie, c'est le trigonométrique. Hein. Et maintenant, je vais mettre le dernier, c'est l'exponentiel. Donc vous allez aller chercher l'exponentiel de... voilà. Tout d'abord, il faut mettre le module. Le module qui est Alt GRA. Je vais recommencer. Donc, Algérie, voilà ceci. Ah, vous pouvez mettre ABS. Hein. Voilà, et là, vous mettez multiplié par l'exponentielle de... et là, l'angle, on a I multiplié par arc de A. Voilà, 3 plus I. Voilà, vous voyez, c'est toujours 3 plus I. Ben voilà, c'est les trois manières d'écrire. Hein. Voilà, alors moi, je vous préconise d'écrire ceci une fois pour toutes. Hein. Faites une copie voilà, de celui-là. Vous l'écrivez, hein, voilà, CTRL-C. Vous allez dans le bloc-notes, CTRL-V. Et voilà, il l'écrit d'une façon, c'est vrai, à sa façon, Z3. C'est vrai que ben, simplement, on a quand même ceci ici qui est valable. Hein. Voilà, donc CTRL-C. Voilà, et je vais faire maintenant en copie. Voilà. CTRL-V. Et il n'a plus qu'à changer les lettres. Hein. À l'arrière, vous les changez ici, voilà, directement ici. Vous faites une copie comme ceci, hein, CTRL-V. Voilà, et vous changez, par exemple, B. B, vous mettez B. B. Et B. Voilà, et alors vous pouvez, comme ça, vous n'avez plus à faire ce que... Le problème de tout à l'heure, il est résolu. Hein. Vous ne dépendez pas des parenthèses qu'on vous met. Voilà, vous vous trompez, vous le voyez tout de suite. Alors, pourquoi B? Parce que B vaut 0 plus 0i. Voilà, B, c'est le 0, c'est le 0, 0. B, c'est 0, 0, c'est normal. Donc, j'aurais dû mettre, par exemple, ici, à ce niveau-ci, celui-ci, je vais l'appeler G ou K. Voilà. Et je vais mettre un vecteur B, ici. B qui est égal à 5 plus 2i. Oui, bon, mais ici, il faudrait que je rechange. De toute façon, vous pouvez le rechanger ici, c'est pas un problème. Hein. Mettre B. Voilà, B. S'il n'y a que ça à changer, vous pouvez changer dans GeoGebra. Faites une copie pour vous changer dans GeoGebra. Voilà. Ah oui, mais il l'avait mis au-dessus, hein, 5 plus 2i. Il l'avait mis juste au-dessus, donc c'est bon. Ça, il l'a mis juste au-dessus. Voilà. Voilà, je vous remercie.